La radio contre le mal de crâne. Radio Liprane. Vous avez reconnu le jingle effervescent et rythmé de Radio Liprane. Vous savez ce que ça veut dire. C'est la nouvelle saison qui commence. Bonjour à tous, bonjour Gabriel. Bonjour Quentin, bonjour à tous. Baptiste et Christophe ont cédé leur place, mais ils n'ont pas disparu de la circulation pour autant. La preuve, on retrouvera Baptiste tout à l'heure pour le grand angle. Et pour bien commencer l'année, après les fêtes, une émission light. Et oui, pas de modité aujourd'hui, mais c'est promis, dès la semaine prochaine, elle sera de retour. On commence tout de suite avec la première partie, au menu, les infos, les sorties de la semaine et la chronique média. Que s'est-il passé cette semaine ? C'est l'heure des infos. Bonjour Mayol, bonjour Marie. Salut les gars. Radio Liprane. Bonjour à tous, on commence cette sélection des infos de la semaine avec Mayol qui va nous parler de l'Europe. Oui Marie, c'est un sommet tendu qui s'est déroulé mardi 28 janvier à Bruxelles. En pleine crise ukrainienne, le président russe Vladimir Poutine a rencontré le président du Conseil, Herman Van Rompuy, et celui de la Commission, José Manuel Barroso. Pour les Russes, ce sommet ne devait pas être un sommet sur l'Ukraine, il en a été autrement. Le partenariat oriental que l'Union européenne souhaite toujours mettre en place a été au centre des discussions. Vladimir Poutine a fortement dénoncé l'ingérence des Européens sur le dossier ukrainien. Comment réagiraient nos partenaires si notre ministre des Affaires étrangères participait à un rassemblement anti-européen en Grèce ou à Chypre et commençait à donner des conseils aux manifestants, a-t-il demandé. Les dirigeants de l'UE ont tenté de calmer le jeu. Ils ont proposé de mettre en place un groupe d'experts afin d'analyser les conséquences économiques d'un rapprochement entre l'Europe et l'Ukraine, un point qui inquiète Vladimir Poutine. Un dialogue à trois entre l'UE, la Russie et l'Ukraine est cependant hors de question, les Européens estimant que l'Ukraine doit choisir. La Croatie maintenant, à peine rentrée dans l'UE, le pays est déjà dans le rouge. Les ministres des Finances de l'UE ont décidé d'ouvrir une procédure de déficit excessif contre la Croatie, moins de 7 mois après son adhésion à l'UE. Cette procédure peut conduire à des sanctions financières si rien n'est fait pour améliorer la situation. Mardi, les 28 ministres européens ont invité Zagreb à prendre des mesures rapides. Rappelons que la Croatie a jusqu'en 2016 pour entrer dans les critères du pacte européen de stabilité et de croissance. La limite du déficit public est fixée à 3% du PIB et celle de la dette à 60%. On passe maintenant aux infos en France avec Marie. Le laisser-partir est un geste d'amour. Rachel, l'épouse de Vincent Lambert, a décidé mardi de faire appel devant le Conseil d'État contre la décision de la justice administrative qui a interdit l'arrêt du maintien en vie artificielle de son mari. Vincent Lambert, 38 ans, est tétraplégique et en état de conscience minimale depuis un accident de la route. Il est hospitalisé depuis 5 ans au CHU de Reims. Son épouse a donné son accord à l'arrêt des soins en concertation avec l'équipe médicale, mais les parents des catholiques traditionalistes ont saisi la justice pour s'y opposer. Comme l'avait indiqué la ministre de la Santé Marisol Touraine il y a 10 jours, le centre hospitalier a donc rejoint Rachel Lambert dans son recours devant le Conseil d'État. La ministre avait par ailleurs précisé qu'elle voulait faire évoluer la loi pour permettre à chacun de mieux mourir. La France reste en tête des destinations touristiques dans l'Union européenne. C'est la bonne nouvelle que révèlent les chiffres de l'Office statistique de l'UE, alors que le tourisme en Europe a atteint un nouveau record l'an dernier. Plus de 400 millions de nuitées ont été passées dans l'Hexagone, qui se place donc devant l'Espagne et l'Italie. Et en parlant de tourisme en France, eh bien, sachez que le musée du Louvre-Lens, ouvert il y a un peu plus d'un an, a accueilli mardi son 1 000e visiteur. Et enfin, on l'a appris aujourd'hui, jeudi, François Cavana est décédé à l'âge de 90 ans de complications pulmonaires. Journaliste et écrivain, il avait fondé le journal satirique Harakiri en 1960 avec Georges Bernier, alias le professeur Choron. Interdit en 1970 après une couverture sur la mort du général de Gaulle, l'hebdomadaire avait été remplacé par Charlie Hebdo. Merci mesdemoiselles, on vous retrouve très vite. Salut. Salut, à la semaine prochaine. Salut. Alors c'est le moment de l'agenda des sorties avec Laurine. Bonjour Laurine, que va-t-on faire dans les mois à venir ? Salut les garçons. Alors, pour retrouver un rythme plus sain pour cette rentrée après des fêtes de fin d'année dont vous avez, j'espère, indignement profité, quelques idées sorties pour se remettre le cerveau en place et retrouver toutes vos facultés intellectuelles.
Cette nouvelle année 2014 marque le centenaire de la Grande Guerre. Pour cet anniversaire, l'ACUS a ouvert ses archives le 21 janvier, non pas sur la guerre 14-18, mais sur la période juste avant, qui s'appelle la Belle Époque. L'occasion de découvrir Strasbourg autrement, d'un point de vue architectural avec la Neustadt, d'un point de vue politique avec la place de l'Alsace dans le Reich allemand. Il y a aussi de nombreuses archives de la presse de l'époque. On y découvre la richesse du fonds iconographique conservé dans les archives de Strasbourg. Ensuite, on reste toujours dans la culture allemande avec le programme du cinéma L'Odyssée, avec le mois du cinéma allemand et germanophone. Vous pouvez voir ou revoir des films allemands qui n'ont pas forcément eu une énorme couverture médiatique lors de leur sortie. Il y a notamment Heimat partie 1 et 2 de Edgar Reitz, ou encore Dehors c'est l'été, donc en allemand c'est Draußen ist Sommer de Friederike Huygen. Et enfin, un film que je vous conseille particulièrement, Die Welle, donc La Vague, de Dennis Gansel. Ça raconte l'expérience qu'un professeur de collège a faite avec sa classe. Le but est d'expliquer comment fonctionne un régime totalitaire. Donc l'expérience va tellement bien marcher qu'elle enflera comme une vague. C'est une histoire inspirée de faits réels qui a d'abord été un succès littéraire. Et enfin, je le disais en début de chronique, des sorties pour retrouver un rythme sain. Et quoi de plus sain que de manger des fruits ? C'est pour ça que je vous conseille le salon des vignerons indépendants au parc des expositions du Wacken. Donc ce salon regroupe des vignerons venus de toute la France, Bordeaux, Champagne, Bourgogne. Bref, c'est une promenade à travers les régions viticoles. Et les vignerons prodiguent également des conseils aux amateurs en fonction de leur goût et de leurs préférences. C'est un rendez-vous majeur de la capitale alsacienne du 21 au 24 février. Et un petit plus, en allant faire un petit tour là-bas, vous contribuerez au redressement économique du pays en consommant du vin made in France. Donc voilà de très bonnes résolutions pour la nouvelle année. Je suis bien d'accord. Merci Laurine, on passe tout de suite à l'actu des médias. Ils vous habillent à leur façon, vous prêtent des déclarations, vous coupent en deux ou trois tronçons, ils vous tuent, puis ils vous encensent. Ne me mettez pas aux arrêts, gardez vos rages pour après, quand je n'aurai plus de succès, quand je deviendrai journaliste. Et l'actu des médias, c'est bien sûr avec Samuel. Bonjour Samuel. Bonjour. Bonjour. On commence par le projet de loi sur l'égalité homme-femme qui provoque la colère des écoles de journalisme. Objet de la querelle, l'article 16 bis du texte qui les obligerait à dispenser un cours sur le sujet. Les formations à la profession de journaliste dispensées par les établissements d'enseignement supérieur comprennent un enseignement sur l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein des couples. L'adoption en première lecture de ce paragraphe a provoqué un tollé chez les principaux concernés. Alors je commence à entendre comme des accusations d'ingérence, non ? Ce serait bien la première fois que l'on définirait les contenus de l'enseignement supérieur à l'Assemblée nationale, s'étonne Hervé Demailly, président de la CEJ, la conférence des écoles de journalisme. Dans un communiqué, cette instance qui regroupe les 14 établissements ou formations reconnus par la profession s'inquiète. Aujourd'hui, c'est l'égalité homme-femme, demain, quelles seront les autres matières dont l'enseignement deviendra obligatoire aux yeux des députés ? Fin de citation. Mais les écoles de journalisme dénoncent aussi 2 poids 2 mesures, aucune autre formation n'étant ciblée par une telle injonction. La parole à la défense maintenant du côté de la majorité. Comment explique-t-on cette proposition ? Marie-Anne Chapdelaine, députée PS, a défendu le ciblage des écoles de journalisme. Évidemment, il ne s'agit pas de stigmatiser telle ou telle profession, il s'agit au contraire de viser celle dont l'audience donne capacité à former l'opinion, a-t-elle déclaré. Pour Sébastien Denajal, rapporteur de la loi, la discussion reste ouverte. Il se déclare même défavorable à cet amendement à titre personnel. Pour lui, soit on s'occupe de tous les métiers, soit de personne. L'article pourra encore être modifié au Sénat et en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Alors on passe maintenant aux résultats du baromètre sur la confiance dans les médias, réalisé par TNS Sofres pour le quotidien La Croix et publié mi-janvier. Première conclusion de l'enquête, l'intérêt pour les médias reste quasi stable. Il est grand ou très grand pour 69% des interrogés contre 70% l'an dernier. À la question de savoir s'ils pensent que les choses se sont passées comme le racontent les médias, 58% des interrogés répondent oui concernant la radio, 55% pour la presse et la moitié pour la télévision. Par contre, Internet demeure fiable pour seulement 37% des sondés. De plus, à peine un quart de la population croit en l'indépendance politique ou économique des journalistes. Autre élément intéressant, l'opinion sur le traitement des grands événements de l'année écoulée.
Et oui, le décès de Mandela, l'élection du pape François ou encore le déraillement du train de Bretigny font partie des histoires traitées comme il le convient par les médias. A l'inverse, la loi sur le mariage pour tous et les affaires Leonarda et Cahuzac ont occupé une place trop importante selon les personnes sondées. Des événements qui ont pour point commun d'avoir mobilisé les médias sur une période longue, au risque de la redite et de la saturation selon les experts de TNS Sofres. Et enfin, pour la première fois, les Français ont été interrogés sur la tonalité du traitement de l'information. Et 61% des sondés de déclarer que la presse fait trop de place aux mauvaises nouvelles, contre 6% qui estiment que ce sont les bonnes nouvelles qui sont trop présentes. On sait ce qu'il nous reste à faire. Merci Samuel, et c'est déjà la fin de la première partie de Radio Liprane. On vous retrouve tout de suite pour une deuxième partie. Radio Liprane, l'émission qui vous met en effervescence. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Liprane, une deuxième partie un peu plus chargée avec du rock. Baptiste et Milena pour le social et enfin la culture, la critique ciné d'Arnaud et bien sûr, vous avez déjà lu avec Caroline. Et j'ai oublié l'humour avec Pierre. Oui, un petit papier pédagogique pour les enfants Oui, voilà. pour cette semaine. Et donc c'est le moment que vous attendez tous, la chronique rock avec Jean, Alix et Julien qui vient exprès cette semaine. Bonjour à tous, une séquence rock de plus aujourd'hui. Au programme des sorties d'albums, les Grammy Awards, des news de la planète rock côté Kurt Cobain, rock en scène et une spéciale Morello par Julien. Jean, on commence par les sorties d'albums ? Oui, avec le chanteur de Blur et de Gorillaz, Damon Albarn, qui a annoncé la sortie de son premier album solo. Ça sera alors un mélange de folk et de soul, a-t-il déclaré à Rolling Stone Magazine. Et après s'être essayé à l'opéra, Damon Albarn a choisi de revenir à la guitare pour un album qui devrait paraître un peu avant l'été. On vous avait prévenu, U2 dévoilera une chanson de son nouvel album lors de la finale du Super Bowl. Donc dans 3 jours, on pourra découvrir Invisible et le télécharger gratuitement pendant 24 heures. Et oui, la bande à Bono est aussi douée en com' qu'en musique. D'ailleurs, leur cagnotte sera directement reversée à des associations qui luttent contre le sida, le palu et la tuberculose. Et comme Bono leur dirait certainement, You deserve money, U2. Merci pour le soutien. Retour sur la cérémonie des Grammy Awards qui s'est tenue dimanche soir au Staples Center de Los Angeles et Cocorico pour le duo masqué Daft Punk qui a récolté pas moins de 5 récompenses dont le trophée ultime, celui de meilleur album de l'année. Muet devant le micro, c'est Pharrell Williams qui a pris la parole en leur nom pour remercier les votants. Pharrell Williams qui a surpris tout le monde d'ailleurs avec son beau chapeau. Je vous invite à regarder la vidéo sur YouTube, ça vaut le détour. Magnifique chapeau, Oui. ouais, qui a d'ailleurs rejoint les Daft Punk qui ont ponctué la soirée en interprétant leur tube Get Lucky avec monsieur Stevie Wonder au piano et au chant. Et ouais, la classe, les Frenchies. Côté rock, Imagine Dragons s'est imposé avec son tube Radioactive et Led Zeppelin a remporté le trophée de meilleur album rock pour Celebration Day. Les doyens du gros rock qui fait mal, Metallica, ont interprété quant à eux leur titre One avec le virtuose chinois Lang Lang au piano et ça envoyait pas mal. A noter un événement unique que seuls les ricains peuvent réaliser, 2 Beatles sur scène. Sir McCartney et Ringo Starr ont joué un nouveau titre, All Together Now. Yoko Ono et Sean Lennon, présents dans le public, ont visiblement beaucoup apprécié. On change de sujet. Est-ce que vous connaissez le point commun entre Iggy and the Stooges, The Pixies, The Clash et R.E.M. Non. 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 Je m'en doutais. Eh bien, leurs albums figurent tous dans le top 50 des albums préférés de Kurt Cobain. En fait, une liste écrite de la main du chanteur mythique a été publiée sur Internet la semaine dernière. Et dans le top de ses albums préférés, on retrouve The Sex Pistols ou encore P.G. Harvey. Et son album préféré reste Raw Power d'Iggy and the Stooges, qui est sorti en 1973. L'artiste maudit a été très médiatisé récemment car on a retrouvé une autre lettre qu'il avait écrite pour Courtney Love avant sa mort et il y affirmait préférer se consumer franchement plutôt que de s'éteindre à petit feu. C'est très joyeux. C'est beau, c'est beau. Courtney Love qui a d'ailleurs annoncé récemment qu'elle voulait reformer le groupe Hall dont elle était la chanteuse au début des années 90. Exactement. On passe aux choses plus joyeuses, plus qu'une semaine avant la déclaration des artistes présents au festival parisien Rock en scène. Donc si vous êtes conquis par le casting, et c'est très probable, les places pour le 23 au 25 août sont en vente dès le 11 février. Moi je mets une petite pièce sur la présence des Arctic Monkeys. Oui, j'espère très fort de mon côté. Julien nous a rejoint pour nous parler d'un mythe, d'une légende, d'un demi-dieu même de la guitare, j'ai envie de dire, monsieur Tom Morello. Julien, on t'écoute, fais-nous rêver. Une voix au timbre sombre oscillant entre Leonard Cohen et Nick Cave. Une guitare éclectique tantôt acoustique pour accompagner la verve engagée du Night Watchman, tantôt électrique pour déclencher les riffs enragés de Tom Morello. La muse du nouvel album de Bruce Springsteen, High Hopes, et tout cela à la fois. Mais pour arriver à rejoindre le boss sur scène pour la première fois en 2008, c'est toute une carrière que Thomas Baptiste Morello a dû se forger en 25 ans.
Le premier album auquel il a participé, c'est en tant que guitariste du groupe de funk rock Lock Up en 1989. On y discerne déjà les prémices d'un son qui caractérisera par la suite sa signature. Un rendu parfois cristallin, parfois nasillard, une faible saturation, des attaques de notes dynamiques. Ce qu'on entend toujours aujourd'hui sur l'album de Springsteen, surtout sur The Ghost of Tom Joad. Ses lettres de noblesse musicale, ce diplômé en droit d'Harvard les obtiendra dès 1992, avec la sortie du premier album des Rage Against the Machine. Avec Zach de la Rocha, le chanteur-rappeur, Tom Morello approfondira son engagement politique ouvertement de gauche. Avec Tim Comerford à la basse et Brad Wilk à la batterie, Morello développera les lignes rythmiques à l'origine des tubes incontournables tels que Killing in the Name. Ensuite, Birds on Parade. Et enfin, Testify. S'en suivront alors 3 autres albums jusqu'en 2000, avant la séparation du groupe, qui se réunira le temps d'une tournée en 2008. Pendant ce temps, les 3 instrumentistes de RATM rejoindront Chris Cornell, leader de Soundgarden, pour former Audioslave. Ils sortiront 3 albums de rock alternatif, au contenu inégal, surtout porté par la nostalgie des années Rage et Grunge. Alors qu'il retrouve le rap et le funk, avec un nouveau groupe nommé Street Sweeper Social Club, Morello prouve qu'il est bel et bien un artiste à part entière en sortant son premier album solo, One Man Revolution. Il prend pour cela un nom d'une scène et devient le Night Watchman. Pour ses 2 premiers albums, il abandonne la guitare électrique pour sa classique. Sa voix profonde et ses textes militants le mènent sur les sentiers de Dylan et de Pete Seeger, des influences partagées avec Springsteen. Ces 2 figures du rock devaient donc forcément se rencontrer un jour ou l'autre. The Ghost of Tom Joad, déjà repris du temps des Rage Against the Machine, n'en était qu'un prétexte. Et combien de temps Morello sera-t-il au service du boss ? Jusqu'à la fin de la tournée High Hopes, qui se terminera cet été. Morello prévoit déjà un 5e album solo. Le 40e meilleur guitariste au monde, selon le magazine Rolling Stone, a déjà prévenu. Ce sera l'album de rock le plus fou depuis ceux d'Hendrix. Comme quoi, on en sent forcément inspiré d'une participation à 2 albums du boss du New Jersey. Le boss qui a choisi pour son 18e album studio d'ailleurs de ressortir quelques chansons qu'il n'avait jamais enregistrées, comme 41 Shots, qui lui avait valu les foudres de la police new-yorkaise en 99, car Springsteen s'en prenait à des officiers blancs qui avaient abattu de 41 balles un afro-américain en pleine rue de New York. Chanson encore terriblement d'actu et qui fait écho à l'affaire Trayvon Martin, et comme premier single envoyé aux radios, le boss a repris High Hopes de Tim Scott McCanney, dont on vous propose un extrait tout de suite. Jean, je te laisse nous parler de ce que tu as aimé cette semaine. Oui, coup de cœur pour The Orwells, qui en plus d'avoir un super nom, un super son, le groupe de l'Illinois ont sorti Who Needs You, leur 2e album en septembre dernier, et ils commencent à se faire un nom sur la scène rock américaine. Pas de date française pour le moment, alors que pour se consoler, on s'écoute Dirty Sheets et on vous dit à la semaine prochaine, et que Dieu bénisse le rock'n'roll. Et que Dieu vous bénisse. Wow. I swear I'm coming back for you. I
Et c'était The Orwell's Dirty Sheets avec 2 E et un accent français sur Radio Liprane. C'est la fin de la chronique rock, donc merci Jean, merci Alix, merci Julien. On part tout de suite à Marseille avec Milena qui va nous parler d'un sujet beaucoup plus grave. Le chômage dans cette ville pousse les jeunes à s'organiser. Et oui, parce que 50%, c'est le taux de chômage dans les quartiers nord de Marseille pour les jeunes. Et devant l'ampleur d'un tel chiffre, des jeunes chômeurs issus de la cité de Bellevue dans les quartiers nord de la ville ont décidé le 6 janvier dernier de bloquer un chantier en face de chez eux. Leur revendication, elle est simple, c'est bénéficier des créations d'emplois générées par le site en question, environ 200. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2009, la loi de rénovation urbaine oblige que 5% des heures travaillées sur les chantiers soient effectuées par des travailleurs issus de zones urbaines sensibles, comme celle de la cité de Bellevue. Le projet de rénovation en face de leur cité s'appelle les Docks Libres, nom qui fait rêver, dont l'initiative appartient au promoteur Nexity, géant de l'immobilier. Et il prévoit la construction d'1 millier de logements neufs répartis sur 38 hectares, tenez-vous bien, pour un coût de 70 millions d'euros. Et donc quel rapport avec les jeunes de la cité Bellevue ? Ces jeunes-là, lassés de ne pas trouver de travail, ont créé ce qu'on appelle le collectif des quartiers populaires de Marseille. Et c'est eux qui sont à l'initiative du blocage. Il réunit les riverains de la cité de Bellevue et des militants qui se sont relayés jour et nuit à tour de rôle pour faire passer leur message « Trouver un travail ». Plus de 92 000 jeunes vivent dans les quartiers nord de Marseille. Ils connaissent pour la plupart les contrats aidés, censés ouvrir les portes du monde du travail. Mais en réalité, plus de 20% des bénéficiaires se retrouvent au chômage au bout de 6 mois. Face à la mobilisation, Michel Cadot, préfet de la région, s'était engagé pendant le blocage du collectif à trouver une solution dans les 48 heures. Blocage qui, vous l'imaginez, fait tâche pour la ville. Alors dans les 48 heures, du coup, ça s'est réglé très vite. Oui, parce que dès le lendemain du blocage, il y a eu 3 promesses d'embauche et puis 15 jeunes ont ensuite signé un contrat avec l'emprise Nexity. Donc la conclusion de cette histoire, c'est histoire à la Marseillaise teintée de corruption ou véritable conte de fées social. La méthode radicale suscite le débat, mais en attendant, 15 jeunes sont aujourd'hui assurés d'avoir un emploi. Rien de nouveau sous le soleil, tu reconnais bien le style des bad boys. Tempérament fatigué, on est né sous le soleil. Tu reconnais bien le style des bad boys. Chaque jour que Dieu fait, à 3 heures j'ai encore sommeil. Tu reconnais bien le style des bad boys. Au lever, poste à fond, du bon son dans les oreilles. Tu reconnais bien le style des bad boys. Et le soir tard, les renards se ruent sur l'oseille. Tu reconnais bien le style des bad boys de Marseille. Merci Milena, et c'est Baptiste qui est avec nous et qui s'est incrusté tout à l'heure. Oui, même quand je suis plus là, je suis toujours là d'ailleurs. Alors comment ça va Baptiste ? Voilà, c'est ou un RPS ou quelque chose comme ça, voilà, ça revient toujours. On peut te faire une hola si tu veux. Hola. Voilà, très bien. Bonjour. 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 Vous allez bien ? Ça va. Oui. Et toi ? Ça va. Ça va parfaitement bien. Très heureux de te revoir. Eh bien moi aussi. 29 ans. Voilà 29 ans que les Restos du Cœur viennent en aide aux plus démunis et, cette année encore, le nombre des repas distribués et des bénéficiaires augmente. Encore une courbe qui ne s'est pas inversée en 2013. Malheureusement, non. Alors, les restos, ce sont des bénéficiaires, mais aussi des bénévoles, et une organisation bien rodée qu'il est intéressant d'aborder. Pour comprendre comment se traduisent vos dons, comment la chaîne de solidarité se met en place, pour se confronter à la réalité et venir le partager avec vous sur Radio Liprane, Baptiste, tu as été bénévole 4 jours par semaine au Resto du Cœur durant ce mois de janvier et tu viens aujourd'hui nous en parler. Tout à fait. Alors ne voyez pas ici les émois d'un jeune journaliste qui tenterait l'immersion pendant 3-4 semaines. Cette chronique va revêtir un sens tout humain parce que ce sujet me tient à cœur. J'ai donc été bénévole, comme tu l'as dit, en janvier dans le Loir-et-Cher, en région centre, à Blois plus précisément. L'organisation dont je vais vous faire part, elle est valable partout en France et ce pour les 66 000 bénévoles qui donnent de leur temps et de leur sourire sur tout le territoire national. Alors Baptiste, concrètement, comment cela se met en place ? Alors c'est très simple Quentin, les Restos du Cœur fonctionnent en réseaux départementaux. En clair, le siège de Paris chaperonne les associations départementales. Dans le Loir-et-Cher, on comptait 9 centres de distribution. Des bénévoles sont donc chargés de recevoir les denrées qui proviennent de la région parisienne et qui seront les mêmes pour tous les centres des restos en France d'ailleurs et les redistribuent dans le département. Et donc, seules les aides provenant de Paris sont redistribuées ? Alors pas seulement Gabriel, on distingue plusieurs types d'aides. Il y a tout d'abord les aides qui proviennent de l'Union européenne au titre du programme d'aide alimentaire, c'est environ 30% de la nourriture, mais aussi celles qui viennent de l'Association nationale des Restos du Cœur, celles qui perçoivent vos dons,
Et ça représente environ 50% de cette nourriture. Les 20% restants émanent de la collecte qui se tient en mars chaque année, et enfin aussi des dons des supermarchés locaux, des agriculteurs, des boulangers, ou encore de ce que les bénévoles récupèrent dans les supermarchés du coin et qui arrive en date limite de consommation. Pour vous donner une idée, chaque semaine pour le Loir-et-Cher, c'est un département rural, une 40aine de tonnes de denrées doivent être acheminées. Pour cela, il faut des bras, bien sûr. Alors, il y a eu les miens en janvier, parmi tant d'autres, que je salue d'ailleurs. Mais les restos disposent aussi de camions, de frigos et de congélateurs pour conserver et acheminer au mieux les denrées. Tout cela, il faut le financer, 1 ou 2 fois par semaine dans les centres. Voilà donc pour le volet stockage et manutention. Peux-tu nous en dire un peu plus sur la distribution ? Oui, alors elle s'effectue dans les centres 1 ou 2 fois par semaine et par famille, en fonction de sa situation financière. Pour prétendre à une aide des Restos du Cœur, il faut entrer dans le barème fixé chaque année par l'association nationale et qu'aucun journaliste, pas même moi en tant que bénévole, n'a eu le droit de voir d'ailleurs. Ensuite, s'ils sont acceptés, car rappelons-le, cette aide n'est pas un droit ni un dû, mais c'est bien une aide supplémentaire, on leur attribue un numéro de passage avec un horaire qu'ils doivent respecter chaque semaine. Là, on leur attribue un nombre de points et une quantité à ne pas dépasser, comme pour la lessive ou le dentifrice ou encore l'huile. À chaque passage, ils sont accompagnés d'un bénévole qui les sert en fonction de leur nombre de points. Exemple, une boîte de haricots, ça va être égal à 3 points, une boîte de pâtes à 5 points, etc. Seuls les bénévoles sont habilités à les servir et à toucher la nourriture qui se trouve dans les rayons. Cela évite les fraudes. Pourquoi est-on bénévole ? Alors écoutons Dany, 40 ans, bénévole depuis 5 ans au Resto du Cœur. Moi, j'essaie de donner beaucoup de bonne humeur, je pense que c'est important, parce que la démarche de venir, c'est pas toujours simple. Ça, c'est le maître mot, c'est le sourire. Ah ouais, carrément. Sourire et la bonne humeur. Et essayer de leur apporter du bonheur. Oui, si on leur donne rien, ils mangent pas beaucoup, voire pas. Et justement, si tu avais la possibilité de faire passer un message aux gens qui pourraient bénéficier des Restos du Cœur, mais qui n'osent pas. C'est l'accueil avec le sourire, on repart pas les mains vides des Restos du Cœur, de toute façon, on repart en ayant fait des rencontres de personnes qui seront concernées, qui vont vous offrir au moins un café, un thé, discuter, vous écouter. Moi, j'aimerais bien dire aux pouvoirs publics qui viennent dans les centres, qui se rendent compte, qui touchent les problèmes du doigt parce qu'ils sont dans leur sphère et on ne dit pas qu'ils font rien, mais on a l'impression qu'ils ont un peu perdu contact avec la réalité. C'est dommage. Oui, parce que puis de le faire sans avoir la presse qui te suit, quoi. Par exemple, de le faire parce que vraiment tu te sens concerné et pas uniquement parce qu'on va parler de toi. Ça serait bien. C'est un rêve, ça. Oui, mais on est un peu idéaliste quand on vient ici. Enfin, moi, je pense. donc, je le suis, je perds pas espoir. Je suis persuadée qu'il y a quelques hommes politiques qui sont réellement concernés. Alors Baptiste, qu'en est-il des bénéficiaires ? Alors les bénéficiaires, il est parfois difficile d'établir le contact avec eux parce qu'ils sont gênés, se sentent parfois à tort d'ailleurs, il faut le dire, honteux et ont du mal à se confier. Alors je salue Estelle, la trentaine souriante et son bébé sous le bras qui venait justement pour la première fois pousser la porte des Restos du Cœur ce jour-là et qui a bien voulu me parler. Alors comment ça s'est passé ? Super, les gens sont très agréables et on est bien reçus. L'accueil, vous le qualifiez de chaleureux, ça va Très chaleureux, oui. Bien organisé, c'est compréhensible ? Oui. D'accord, donc qu'est-ce que vous avez eu aujourd'hui par exemple ? De tout, du lait, des laitages yaourt, dessert, des légumes, de la viande, vraiment de tout. Pour une semaine ? Pour, à peu près une semaine, on va dire un repas par jour. Je suis venue vendredi et puis on a attendu dans la salle pour les inscriptions et c'était par numéro et puis voilà. Et quand on voit le nombre de personnes qui se déplacent pour venir ici, je trouve que c'est très bien, qu'on a de la chance en France de pouvoir bénéficier d'une association comme ça. Les restos, c'est donc de l'entraide et du lien qui se crée, mais ça va bien au-delà de tout ça. Oui, les restos vont plus loin et ce partout en France. Il y a notamment les Jardins du Cœur, ces chantiers d'insertion qui sont financés par l'État et qui font pousser des légumes qui sont servis dans les centres. Il y a aussi l'association La Petite Ruche qui propose aux particuliers des services d'aide à domicile, mais aussi des cours de français. Il faut le rappeler, il y a beaucoup d'étrangers au Resto du Cœur. Des bourses aux vêtements, des maraudes pour les SDF, des cafés-débats, des spectacles. Enfin, toute une vie, quoi. Une belle vie d'ailleurs. Et vos dons, c'est aussi tout cela qu'ils financent, une société en marche et qui se tend les bras. À Blois, j'ai aussi rencontré Nourdine, un éducateur à l'ITEP de Blois, ce sont les nouveaux centres de redressement pour adolescents. Il y accompagne des jeunes en rupture sociale et scolaire qui viennent aider au resto chaque vendredi et, non sans surprise, cette expérience les change, eux aussi, on l'écoute. Pour les jeunes, qu'est-ce que ça peut leur apporter selon vous ? Une ouverture déjà sur l'extérieur, vu que c'est des jeunes isolés, et puis des liens qu'ils n'ont pas eu, qu'ils ne connaissent pas. On fait un débriefing, on regarde ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce qui les gêne, surtout ce qui les gêne pas, ce qui les bloque. Et est-ce que vous voyez du changement dans leur comportement ou dans leur façon de voir les choses ? Oui. Ouais. À force de voir les gens, etc., après ça redevient quelque chose de normal et de courant pour eux, puis ils
reprennent à avoir un contact normal avec quelqu'un. Ils ont déjà vu l'entrepôt là un peu pour le Loir-et-Cher qui est juste là? Oui, ils ont regardé. Ils ont été impressionnés Ouais. ou... Ouais. Parce que c'est une grosse machine. Hein. Ouais, par le nombre, par ce qu'il y a, par la quantité de produits. Oui, mais et puis surtout qu'il y a quand même 66 000 bénévoles en France derrière qui travaillent je savais pas. pour que ça puisse être livré. Donc c'est vrai que c'est vraiment une grosse machinerie. Ils sont contents d'en faire partie. Ouais, il y a de ça. Baptiste, tu voulais aussi, au nom de ces bénévoles, pousser un cri d'alarme. Oui, et pas le dernier, hein, malheureusement, car cette année, les restos vont servir toujours plus de repas. Alors que les spectacles des Enfoirés se sont tenus à Strasbourg en janvier, ils représentent 15% environ des revenus des restos. Ils ont toujours et plus que jamais besoin de vous, car il manque de nourriture, hein, pour les enfants notamment. Alors je vous passerai les violons, les enfants, lorsqu'on a dû expliquer à des mères qu'on n'avait plus de lait pour leurs bébés et leurs enfants. Songez juste 2 secondes. Si nous étions dans un monde parfait, je serais heureux de vous annoncer ce record. Alors allons-y, plaçons-nous dans un monde parfait, juste pour voir. Ouais Bravo, on a battu le record à Blois cette année. Une ville d'à peine 50 000 habitants, c'est extraordinaire, c'est incroyable. Oui, c'est incroyable, ça c'est sûr. 800, mes enfants, 800, c'est le nombre de familles qui frappent à la porte des restos cette année. Multipliez le nombre par 3, 2400, et ça vous donnera peut-être à peine une idée du nombre de bénéficiaires à Blois pour cette campagne 2014. C'est triste, oui, mais ce n'est pas une fatalité, alors il faut sourire, il faut s'armer et il faut se battre. Et tes impressions? Verdict? Alors, ce que j'ai constaté, ce sont des moyens humains et techniques bien plus développés que je ne pensais. Mais ne vous méprenez pas, ce n'est malheureusement toujours pas assez. J'ai réalisé que cette pauvreté que l'on chiffre, que l'on évoque et que l'on instrumentalise dans les campagnes électorales, elle a un visage multiple. Ça m'apprend aussi que rien n'est acquis, qu'il faut des règles et que nous avons tous des devoirs, bien évidemment, mais aussi le droit, bénéficiaire comme bénévole, le droit au respect. Alors j'ai tout de même une pensée pour ceux qui sont derrière le drapeau bleu à étoile jaune pas loin de chez nous, au Parlement de Strasbourg ou à Bruxelles. Je pense à leurs compères de l'Assemblée et de l'Élysée. Je constate qu'ils aident, mais peut-être qu'ils se reposent sans même se dire qu'une action politique ne serait pas vaine. Ce qui m'a frappé, enfin, et ce que j'ai particulièrement apprécié, je dois dire, c'est qu'ici on peut venir comme on est et que tous les bras sont les bienvenus. Lors de mes premiers moments au resto, la responsable m'a rappelé une phrase qui résonne toujours à mon esprit. Ici, on accueille et on échange sans jugement, sans regard sur le sexe, les opinions politiques, l'orientation sexuelle, les croyances, l'appartenance à une communauté, la couleur ou même la religion. Alors allez-y, hein, ils ont besoin de vous, l'action, l'instant, 2 regards qui se croisent, 2 êtres qui ne se jugent pas, ça fait du bien, et 2 sourires qui se dessinent. Oui, et vous en serez honorés tout comme moi, c'est bien là le seul, l'unique et véritable salaire que vous pourrez en tirer. N'oubliez pas, hein, on compte sur vous. Merci Baptiste. Merci. Vous pouvez adresser vos dons au Resto du Cœur, ils sont déductibles à 60% de vos impôts. 66%. 66%, autant pour moi. Et rendez-vous en mars pour la collecte annuelle et le spectacle des Enfoirés sur TF1 et dans les bacs dès le lendemain. À bientôt Baptiste, on l'espère sur Radio Liprane. Bientôt. Pierre nous a rejoint. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors aujourd'hui, je crois que tu aimerais parler aux enfants. Oui, tout à fait. C'est un petit message aux bambins qui ont besoin d'explications dans ce monde bien compliqué. Je prends un ton solennel car la chose est importante. Libidien, libidineux. Alibi par-ci, alibi par-là. Libyen, libyenne. Poil de pubis, poil pubien, banc public. Bonjour. Comme chacun sait, certains termes sont difficiles à expliquer aux enfants. Ainsi, le terme libido, bien qu'il sonne rigolo, n'est pas un des plus évidents. Alors, comment expliquer aux enfants ces douces fleurs encore innocentes que la nature a dotées de questions débiles, ce que notre bon président a bien pu connaître ces derniers mois? Que signifie donc ce ramassis de syllabes quelconques, oui, quelconque, vraiment, je n'ai pas peur de le dire, dont nous abreuvent les médias? Eh bien, mes chers enfants, sachez d'abord que ceci n'est pas sale. Pensez aux fleurs. La libido, cher prépubien, c'est quand votre kiki tout émoustillé se met à vouloir renifler, chose auquel, avant le dépassement de votre stade anal, vous n'auriez jamais pensé être attiré. Non, ce n'est toujours pas sale. Pensez aux moules, ou pensez aux frites. Enfin, arrêtez de nous faire chier, quoi. Bref, pensez à cette bonne spécialité belge, faites monter la mayonnaise et vous aurez une petite explication de ce qu'est la libido pour papa-maman. Si vous n'avez toujours rien compris, demandez-leur ce que ça signifie. Il y a de fortes chances pour que vous preniez une bonne torgnole. Du coup, vous allez me dire, quelles sont les conséquences de la libido, mis à part le fait de se prendre une torgnole? Attention, attention. J'entends certains esprits se montrer critiques et déclarer que cette chronique
n'a pour seul but de se montrer vulgaire et de pervertir ses esprits enfantins. C'est faux. Il s'agit avant tout d'éclaircir un fait d'actualité dont les jeunes enfants ne perçoivent pas la dimension dramatique. Sinon, franchement, ça n'aurait pas d'intérêt, à part un peu de gras. Un peu. Bref, quelles sont les conséquences de la libido, mis à part de faire des abdos, poil au dos? Eh ben, les enfants, elles créent bien des soucis. Voyez-vous, quand papa n'a plus la frite ou quand maman pue l'ovaire, grosse blague, la libido se déplace et les raisins secs de l'un ou le pamplemousse de l'autre partent en voyage. Vous voyez le problème maintenant, bonne de jeunes pubères que vous êtes? Notez que la libido de la libido, que l'alibi de la libido a souvent bon dos, mais que si papa-maman acceptait de faire dodo au lieu de chercher le golo-golo, on n'en serait pas là aujourd'hui, et François non plus. Donc, si vous n'avez rien compris à cette définition autant libérée que biscornue, tant mieux ou tant pis, tant que ce n'est pas de pis de vache, vache à lait, retournez chez votre mère. Rappelez-vous juste de vous éloigner de la libido, et surtout, gardez-vous des zizi top. À la prochaine. Merci Pierre. À la prochaine. À la prochaine. C'était très très clair. Et donc maintenant, après cette petite chronique humoristique, on retrouve la chronique cinéma avec Arnaud, qui va nous parler de ce qui s'annonce comme l'un des meilleurs films d'animation de l'année, c'est-à-dire Le vent se lève. Le vent se lève, il faut tenter de vivre. C'est de ce vers de Paul Valéry, extrait du Cimetière marin, que le réalisateur Hayao Miyazaki a tiré le titre de son 11e et dernier long métrage d'animation, Le vent se lève. À l'âge de 73 ans, le fondateur du studio Ghibli, souvent comparé à Osamu Tezuka ou Walt Disney, tire enfin sa révérence. Alors, attention aux fans, ne vous attendez pas à voir un film de Miyazaki comme les autres. N'allez pas au cinéma en imaginant que vous allez voir un grand récit épique comme Nausicaa la vallée du vent ou Princesse Mononoke, ou bien un film pour les enfants comme Mon voisin Totoro ou Pogno sur la falaise. Non, Le vent se lève est un film à part. Bon, c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à une sorte de grande synthèse générale de toute son œuvre, qui aurait brassé tous les thèmes qu'il affectionne. Eh bien non, Miyazaki nous offre ici un film radicalement différent, notamment en termes de narration. Le récit se déroule sur une trentaine d'années, dans le Japon de la première moitié du XXe siècle, et s'inscrit dans un cadre réaliste, ce qui tranche résolument avec les autres films du studio Ghibli. Un peu trop réaliste peut-être d'ailleurs. Par exemple, les personnages féminins du film qui sont dans l'ensemble du genre soumise, comme l'étaient les japonaises de l'époque, ce qui fait quand même un peu bizarre de la part d'un réalisateur dont les films sont généralement portés par des héroïnes fortes et indépendantes. Enfin bon, Le vent se lève nous raconte donc la version romancée de la vie de l'ingénieur en aéronautique Jiro Horikoshi, célèbre pour avoir créé le chasseur Mitsubishi A6M, plus connu sous le nom de Zero, l'avion emblématique de la marine japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale, et donc l'un des pires engins de mort jamais inventés. D'ailleurs, pour la petite histoire, Miyazaki tient sa passion du vol et des avions en général de son père ingénieur, impliqué dans la production du fameux Zero. En Corée du Sud, Le vent se lève a été accusé de faire l'apologie de la guerre, ce qui est quand même profondément injuste quand on sait que Miyazaki a toujours défendu des positions pacifistes dans ses films. L'été dernier, il a même publié une tribune qui s'oppose fermement au projet du Premier ministre Shinzo Abe de supprimer l'article dans la constitution japonaise qui interdit au Japon d'avoir une véritable armée. Enfin bref, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important à retenir dans ce film, car au fond, l'objectif de Miyazaki, c'est avant tout de réussir à suivre l'accomplissement du rêve d'un homme. Ce rêve, c'est celui que Miyazaki a déjà abordé dans plusieurs de ses films, comme Le Château dans le ciel ou Porco Rosso. Ce rêve, c'est tout simplement celui de pouvoir voler dans les airs comme un oiseau. Et quand je parle de rêve, je ne parle pas uniquement de la grande ambition qui anime le héros, mais aussi de ses rêves, dans le sens premier du terme. Car en fait, ce sont les rêves du héros qui viennent étayer la narration du film. À chaque grande étape décisive de la vie du héros, un rêve relance le récit. Et pour donner à son film un aspect onirique et exaltant, Miyazaki ne fait pas de coupure nette et précise entre les passages réalistes et les moments de rêve. Le résultat final peut paraître confus, mais pour le coup, c'est vraiment ce qui fait la spécificité du film, et donc son intérêt. Bon alors, à voir ou pas ? Eh bien oui, je pense que c'est vraiment l'un des films à voir en ce moment, ne serait-ce que pour l'animation, qui, comme d'habitude, est impeccable. Je pense en particulier à cette scène magistrale montrant le grand tremblement de terre de 1923. Et puis, de toute manière, comme l'a si bien souligné Jean-Michel Frodon récemment, Le vent se lève est l'ultime film de Miyazaki, qui est quand même l'un des très rares réalisateurs nippons
dont l'œuvre appartient de plein droit non seulement à l'histoire du cinéma d'animation, mais carrément à celle du cinéma en général. Merci Anne, merci Ardon. Merci, je vous en prie. Du coup, je sais quoi aller voir au ciné tout à l'heure. On passe tout de suite à la chronique littérature avec Avez-vous déjà lu de Caro. On se marre à la fac de lettres. J'en ai encore pour quelques années peut-être. Qu'est-ce qu'on se marre à la fac de lettres. Alors, avez-vous déjà lu Aucun de nous ne reviendra de Charlotte Delbo? Si ce n'est pas le cas, c'est le moment d'écouter Caro. Bonjour Caroline. Bonjour. Bienvenue au micro de Radio Liprane. Bon les garçons, je suis désolée, mais pour votre première émission, là ça va être une chronique un peu moins légère que d'habitude, puisqu'on va parler de camps de concentration. Et justement, d'aucun de nous ne reviendra de Charlotte Delbo. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Non. Non, jamais. Non. Eh bien, si C'est un culte. Si je choisis de vous parler de Charlotte Delbo, c'est justement parce que son œuvre reste trop peu connue. Moi-même, en fait, j'ai découvert l'année dernière à l'occasion du centenaire de sa naissance. Et pour tout vous dire, j'ai eu une sorte de coup de foudre littéraire. Alors, du coup, tu vas pouvoir nous en dire un peu plus. Oui, Charlotte Delbo, c'est une résistante qui a été déportée dans le convoi du 24 janvier 1943. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Non, jamais. Alors, c'est un convoi un peu particulier parce qu'il transportait 230 prisonnières politiques. C'est rien du tout. Et ce sont les seules résistantes à avoir été dirigées vers Auschwitz. Et après 2 ans et demi de captivité, Charlotte Delbo fait partie des 49 survivantes du convoi. Et dès sa sortie, elle va se lancer dans la rédaction d'un livre de témoignages, Aucun de nous ne reviendra, qui est le premier tome de sa trilogie sur les camps intitulé Auschwitz et après. Bon alors concrètement, dans son récit, on retrouve tout ce que l'on sait déjà sur l'horreur des camps. Et moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement avec elle, c'est la force de son écriture. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, Charlotte Delbo rédige son texte en 1946, au sortir de la guerre, et c'est vrai que c'est une période pendant laquelle on avait tendance à taire l'horreur des camps, et souvent même de peur de ne pas être cru. En fait, Charlotte Delbo, elle rédige son texte en quelques mois seulement, et chez elle, on ressent une véritable urgence d'écrire, de témoigner, de se rappeler, et ça se ressent vraiment dans son style. Il n'y a jamais de pathos, c'est une langue arrachée, avec des sonorités dures, des mots précis, un rythme soutenu. Parfois, on trouve même des extraits de poésie, que ce soit en vers ou en prose. Donc, il y a vraiment une très grande attention portée à la langue. L'urgence de se souvenir est aussi dans la forme du texte. Ce n'est pas un récit linéaire, mais des fragments avec des thèmes récurrents. Par exemple, Charlotte Delbo décrit les longues heures d'attente au moment de l'appel, le froid, la faim, la soif ou encore la fatigue physique. Et justement, très vite, le sujet principal devient le corps, surtout le corps souffrant. L'accent est mis sur les sensations. Les détenus ne sont plus qu'une masse de corps, incapables de penser ou de ressentir. Et par là, Charlotte Delbo nous montre à quel point les camps et la douleur physique déshumanisent ces femmes. Elle dit d'ailleurs qu'elles sont dépossédées d'elles-mêmes. Bon, là, tout de suite, on va passer à un peu de lecture pour entendre la belle langue de Charlotte Delbo avec Quentin. Soudain, sur la route qui longe les barbelés débouche un camion. Il roule dans la neige, sans bruit. Il est chargé de femmes. Elles sont debout, tête nue. Petites têtes rasées de garçonnets, têtes maigres, serrées les unes contre les autres. Le camion roule en silence avec toutes ces têtes qui s'inscrivent en traits aigus sur le bleu du jour. Les femmes passent près de nous. Elles crient. Elles crient et nous n'entendons pas. Cet air froid et sec devrait normalement être conducteur si nous étions dans le milieu terrestre ordinaire. Elles crient vers nous sans qu'aucun son ne nous parvienne. Leur bouche crie, leurs bras tendus vers nous crient. Et tout d'elles. Chaque corps est un cri. Autant de torches qui flambent en cris de terreur. Des cris qui ont pris un corps de femme. Chacune est un cri matérialisé, un hurlement qu'on n'entend pas. C'était le jour où l'on vidait le bloc 25. Elles hurlaient parce qu'elles savaient, mais les cordes vocales s'étaient brisées dans leur gorge. C'est Quentin. Alors une petite précision, le bloc 25, en fait, c'est là où on parquait les femmes avant de les envoyer à la chambre à gaz. Bon, alors je ne vous cache pas que c'est un livre difficile à lire, c'est pas vraiment le genre de livre qu'on lit à la plage, en même temps ça tombe bien parce que c'est pas le moment. Mais Quentin et Gabriel, il faut lire Aucun de nous ne reviendra. C'est un texte qui happe et qui ne laisse pas indifférent. Et pour reprendre une citation de l'écrivain et journaliste François Beau, il dit du texte de Charlotte Delbo, qui est l'un de ses livres rares qui laisse soudain le lecteur en pays étranger à lui-même. Bah voilà, On va le lire, c'est promis. Bah, j'espère bien, oui. Merci Bon, Caro. à la Merci prochaine. beaucoup. À très bientôt Salut. pour un nouveau conseil littéraire. Et c'est sur cette note un peu triste qu'on termine la 3e partie de Radio Liprane. Merci à tous les auditeurs et merci à Quentin et à tout de suite. À tout de suite.
On est de retour pour la troisième et dernière partie de Radio Liprane. Au programme pour terminer les sports, le rap et une chronique justice aujourd'hui. Et donc les sports avec Pierre qui vient nous voir exceptionnellement, il change de chronique. On espère qu'il va revenir. Et Nicolas, comme d'habitude, fidèle au poste. Toujours fidèle au poste, qui commence avec l'info sportive. Et oui, bonjour Quentin, bonjour Gabriel, bonjour à tous, bonjour. À toute nouvelle équipe. Alors, tennis tout d'abord, avec le début de la Coupe Davis vendredi. La France rencontrera l'Australie à Mouilleron-le-Captif en Vendée. Arnaud Clément alignera Tsonga et Gasquet en simple et la paire Beneteau-Monfils en double pour se défaire de l'Australie. Un match abordé avec le statut de favori, même s'il faudra se méfier du vétéran et ex-numéro 1 mondial Lleyton Hewitt et de la sensation de ce début de saison, Nick Kyrgios. Premier match Kyrgios-Gasquet à 13h30 vendredi. Rugby pour continuer, le tournoi des 6 nations débute ce samedi pour l'équipe de France avec un choc contre le 15 de la Rose anglais, l'ennemi intime du 15 de France. A noter que Philippe Saint-André, le sélectionneur, alignera d'entrée le deuxième ligne Alexandre Flancard et le demi d'ouverture Jules Plisson qui jouent tous deux au Stade français, leader du top 14. Coup d'envoi à 18h au Stade de France. Formule 1 maintenant. Une nouvelle étape dans les suites du grave accident de ski de Michael Schumacher. Les médecins du CHU de Grenoble ont en effet baissé la sédation afin de sortir le septuple champion du monde du coma artificiel. S'il n'est pas encore pleinement réveillé, l'ex-pilote Ferrari réagirait positivement au processus. Néanmoins, aucune prévision quant à son état neurologique n'a pour l'instant été émise par le corps médical. Football pour finir avec le mercato qui s'emballe. Et on a maintenant Messi à Clermont. Que les supporters auvergnats ne s'emballent pas puisqu'il s'agit de Junior Messi Nguéné, un attaquant ivoirien. Yohan Cabaye, international français de Newcastle, a rejoint le PSG pour une somme avoisinant les 20 millions d'euros. Un départ qui pousse le club du nord de l'Angleterre à lui chercher un remplaçant, après avoir négocié avec Montpellier pour Rémi Cabellas et Clément Grenier qui auraient été sondés. Le meneur lyonnais est resté très évasif quant à son avenir et l'entraîneur Alan Pardew a confirmé les contacts. Le QEJ maintenant entame sa rentrée après une trêve d'1 mois. L'équipe en proie au doute aborde un match très risqué contre l'INSA. Une rencontre qui se jouera sans plusieurs de ses titulaires absents pour cause de blessures. Si Monaco a perdu Falcao au mois de janvier, le QEJ a perdu Ionesco. Alors que le franco-roumain, l'artilleur de Transylvanie, intensifiait son programme de remise en forme, il a été victime d'une lésion au tendon d'Achille. A noter par ailleurs que la liste des 16 joueurs retenus par le coach Julien Ricotta pour le tournoi inter-école parisien pourrait tomber dans les prochaines semaines. C'est la fin de ce journal, et maintenant on retrouve notre ami Pierre Chambaud pour le Super Bowl. Le Super Bowl va se tenir ce dimanche à New York, à minuit et demi, heure française. Pierre va tenter de nous expliquer un événement américain, j'ai bien dit tenter, car il est souvent illisible pour les Européens. Exactement. En France, le Super Bowl est ce match qui se dispute une fois par an, qui dure des heures et où on ne comprend rien du tout. Pourtant, cela reste le plus gros événement sportif de l'année, malgré sa relative discrétion en Europe. Et donc c'est le point culminant de la saison NFL. En fait, c'est la finale. Comme en top 14, il y a une saison régulière sous forme de championnat, puis des playoffs. Le Super Bowl est donc le tout dernier match entre les deux meilleures équipes, cette année les Broncos de Denver et les Seahawks de Seattle. Comme en Ligue des Champions, le stade de la finale est décidé à l'avance, et cette année, le choix de New York est un petit événement. Les playoffs se jouant en hiver, le Super Bowl se dispute habituellement dans une ville chaude. Mais après 10 apparitions, notamment à Miami et à la Nouvelle-Orléans, les organisateurs ont décidé d'offrir un peu de sang neuf cette année et peut-être donner aux spectateurs un Super Bowl sous la neige pour la première fois. Et donc nous, les Français, on ne connaît que les concerts à la mi-temps pour le Super Bowl. Comme toujours pour les Américains, tout est une question de business. Le Super Bowl est l'événement le plus retransmis des États-Unis avec pas moins de 110 millions de téléspectateurs. L'équivalent en audimat de la finale de la Coupe du Monde 2006 en France, Nicolas appréciera. Les producteurs l'ont vite compris et les plus grandes stars se relaient pour animer la mi-temps. Les Rolling Stones, Madonna, Beyoncé. Cette année, ce sera Bruno Mars. Puis les Red Hot Chili Peppers.
On est un peu déçus pour le premier, mais les Californiens ont déjà promis qu'ils joueraient torse nu dans un esprit très rock'n'roll qui plaira à Jean. Avec les températures négatives attendues sur la grosse pomme, on a hâte de voir ça. Mais du coup, il y a quand même du sport pendant le Super Bowl. Bien sûr, et c'est bien dommage de ne pas le suivre, car même si le jeu est entrecoupé de temps mort, c'est finalement assez simple et passionnant. En fait, l'équipe doit remonter le terrain pour mettre le ballon dans l'embut adverse à l'autre bout du stade. Pour cela, 2 solutions. Soit le quarterback passe la balle vers l'avant à un receveur, soit le coureur prend le ballon pour tenter d'avancer le plus loin possible avant de se faire plaquer. L'action s'arrête quand le ballon est au sol, hors des limites du terrain, ou que le joueur qui le porte est plaqué. L'action suivante commence à ce point. Enfin, l'équipe a 4 tentatives pour parcourir 10 yards. Si elle échoue, elle l'envoie au pied le plus loin possible et c'est à l'adversaire de jouer. Elle fait de même si elle marque un touchdown, 7 points, ou un field goal, 3 points, en envoyant le ballon entre les barres comme au rugby. L'adversaire récupère alors le cuir et c'est à lui de répondre. Donc cette finale se joue donc 2 fois donc entre la ville de Denver et de Seattle. C'est cela. Ce qui est passionnant, c'est de voir les trésors d'ingéniosité qui sont mis en place pour faire tout cela. Le prochain Super Bowl s'annonce extraordinaire sur ce plan-là. D'un côté, les Seahawks de Seattle jouent beaucoup sur le coureur Marshawn Lynch. C'est un beau bébé d'1m80 pour 110 kg qui court le 100 mètres en moins de 11 secondes. Vous voyez le bonhomme. Il est appelé la bête après ce touchdown où il a envoyé 7 défenseurs au sol avant de marquer. À côté de cela, il garde quand même la meilleure défense de la ligue. En face, ce sont les Broncos de Denver, dont la star est Peyton Manning. Son destin est particulier. Il a 37 ans et a fait la majorité de sa carrière à Indianapolis dans les années 2000, où il a été nommé 4 fois meilleur joueur de la ligue. Personne n'a jamais fait mieux. Il y a 2 ans, il s'est retrouvé libre de tout contrat et tout le monde pensait sa carrière terminée. Il était déjà vieux et surtout il sortait d'une quadruple opération des cervicales. Les Broncos lui ont donné une chance et il vient juste de sortir la plus grande saison jamais réalisée par un quarterback, effaçant tous les records des tablettes. Vous devriez entendre ce son plusieurs fois dimanche soir. Omaha is it's a run play but it. Il y en a un autre avant normalement. Again, Manning off the play fake throws and over the middle it is Thomas. Touchdown Denver. Sa connexion avec le receveur Demaryius Thomas, dont on vient d'entendre le son, est extraordinaire et il mène sûrement la meilleure attaque de la NFL de tous les temps. C'est pour cela qu'il faut absolument suivre ce Super Bowl. Il y a du sport avec des athlètes immenses capables d'exploits à tout moment. Il y a du show sur le terrain, pendant la mi-temps et même pendant les pubs, puisque tous les grands annonceurs créent des spots spéciaux pour le Super Bowl à grands coups de dollars. 3 500 000 $ les 30 secondes pour que le clip passe à la mi-temps, et c'est juste le prix de la diffusion. Rien que ça. Et pour regarder le Super Bowl, comment on fait ? Vous avez la solution W9 ou beIN Sport avec des commentaires en français, pas toujours de très grande qualité mais suffisants pour comprendre le jeu et ce qui se passe plus ou moins. Sinon sur Strasbourg, rendez-vous à la Big Apple dans la petite France. Avec quelques chroniqueurs du site touchdownactu.com, nous organisons une soirée pour vivre la nuit comme de vrais Américains, c'est-à-dire avec une bonne bière à la main. Merci Pierre, à la Merci. semaine prochaine. Chers auditeurs, vous ne pouvez sans doute pas le voir, mais nos sportifs de Radio Liprane sont assez dissipés aujourd'hui. Oh les gars là, c'est bon là, on est rentrés, les vacances c'est fini. Alors on se concentre un peu là. Nicolas, t'as forcé sur la dinde, le chocolat et les marrons glacés ou quoi ? Et pas que. Mais tu sais mon Quentin, je me sens tel le cardinal protodiacre Jean-Louis Torrent, celui que tout le monde connaît, celui-là même qui a lancé à une foule en délire le célèbre Habemus Papam au Vatican en mars dernier. Aujourd'hui, mes chers amis, j'ai une annonce à vous faire. Les joueurs de foot vont enfin être reconnus à leur juste valeur des artistes. C'est en tout cas la recommandation émise à la ministre des Sports Valérie Fournéron par le groupe de travail sur le football durable. Un seul mot pour décrire ce que je ressens aujourd'hui, mon cher Quentin. Alléluia ! Car oui, j'ai frémi en 2006 devant Zidane. Il caressait le cuir, le pénétrait de tout son être. Crochet, feinte de corps, passe dans le tempo, coup du sombrero, double contact, frappe de loin, de près, tête rageuse avant d'embrasser ce maillot tricolore. Et je vois que déjà vous vous abandonnez avec moi, Quentin et Gabriel. Ah oui, oui. Oh, Pierre, rhabille-toi, allons. La chaleur monte dans le studio. N'est-ce pas là la trace d'une force hautement artistique ? Autorité et sensualité se mêlent et se démêlent pour nous interroger sur ce que nous sommes vraiment. Car oui, voir Zizou transformé dans une demi-finale de mondial contre le Brésil, Christ rédempteur de Rio, et se voir transformé en Vénus de Milo, nous ramène à notre triste réalité. Mais si l'art aime rimer avec volupté, il est aussi marié avec cruauté. Souvenez-vous de cette image terrible, oh bonjour tristesse ma vieille amie, de Zizou, capitaine au sommet de son art, passant sans un regard devant la Coupe du Monde,
après un dernier match historique. Cette scène ne vous rappelle-t-elle pas la création d'Adam de Michel-Ange ? Si près du ciel, si près du but, si près des étoiles, de la 2e étoile tricolore, si près, mais si loin. Mais voyons les bons côtés de l'art. Dorénavant, les joueurs pourront enfin se piquer, picoler et piner ramper. Car oui, ce sont des artistes. Je vois d'ici Ribéry et Benzema dans les quartiers bohèmes de Paris, chanter en chœur dans un bal musette. Au-delà de ces artistes, ayons aussi une pensée pour les néo-amateurs d'art. Car Jean-Jacques, ballon de rouge au point dès 10h du matin, a longtemps souffert de l'opprobre populaire. À lui, qu'on a qualifié tantôt de beauf, de crétin, de sous-cultivé, l'histoire aura rendu une bien belle justice. Merci Nico. Merci Nico. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine les gars. Alors aujourd'hui dans la chronique rap, un peu d'exotisme avec Jonathan et Tommy, c'est The Chronic. The Chronic. Salut à tous et bienvenue pour cette première chronique de l'année 2014. Cette semaine, on délaisse la West Coast ou la banlieue parisienne pour s'intéresser au rap hispanique. L'espagnol étant l'une des langues les plus parlées au monde, il n'est pas étonnant que beaucoup de ses locuteurs aient poussé la chansonnette pour notre plus grand plaisir. Et certains de ces rappeurs n'ont d'ailleurs rien à envier à nos têtes d'affiche hexagonales ou américaines. Pas vrai, John ? Et ouais, de l'autre côté de la frontière US, on sait aussi faire du rap et du rap qui défonce. Le groupe mexicain Control Machete en est le parfait exemple. Actif du milieu des années 90 jusqu'en 2004, le groupe est originaire de Monterrey, une ville située dans l'état du Nuevo León, au nord-est du Mexique. Composé de 3 membres, Fermin Cuatro, Pato et DJ Toy, Control Machete se fait vite un nom sur la scène rap mexicaine après la sortie d'un premier album en 97 intitulé Mucho Barato. Parmi les influences du trio, on compte bien sûr le groupe latino-américain Delinquent Habits ou encore Cypress Hill, avec qui Control Machete enregistre d'ailleurs le morceau Siempre Peligroso. Rappeurs accomplis, les 3 Mexicains sont avant tout des passionnés de musique. L'influence du rock ou des cuivres des sonorités mexicaines se fait ressentir dans leurs morceaux. Pendant leur carrière, ils sont montés sur scène avec des artistes de tous bords, de U2 à David Bowie, en passant même par Elton John. Control Machete était aussi engagé dans le mouvement Avanzada Regia, qui regroupait principalement des artistes mexicains indépendants issus de la scène rock de Monterrey. L'idée était en fait que les artistes se regroupent au sein d'un même mouvement pour attirer l'attention des producteurs et ainsi décrocher un contrat. En ce qui concerne les textes, Control Machete se démarque d'un rap qui ferait l'apologie de la violence et du crime pour traiter des problèmes propres à l'immigration, comme par exemple le racisme anti-mexicain aux États-Unis. Le morceau le plus célèbre du groupe est celui qui l'a fait connaître au niveau international lorsqu'en 2002, la marque de jeans Levi's utilise le titre Si Señor pour sa pub du Super Bowl. C'est un extrait du second album de Control Machete intitulé Altiera Peseda Presenta et sorti en 1999. On écoute tout de suite un extrait de Si Señor donc. Como para ir a sembrar un poco y después recogerlo poco a poco, llevarlo a mi bodega y ver lo que me interesa, lo bueno, lo malo, lo que viene, el que ausenta la mantiene. Viene, viento, caricias, levedad y sabor, fuego, sonrisa, realidad y dolor. Sí, señor. Allez, on va maintenant aller faire un tour du côté de Cuba pour s'intéresser au rappeur Randy Acosta. Lui est toujours actif et c'est en 1999 qu'il se lance dans le rap en formant le groupe Los Paisanos avec Mr. Huevo. Le duo devient rapidement un des poids lourds du rap underground de la Havane avant que Randy ne se lance en solo après seulement 2 albums. Et le succès est au rendez-vous. Avec des textes engagés et un flow percutant, son rap est plébiscité dans tous les pays d'Amérique du Sud. Mais Randy Acosta est aussi un artiste complet. Il a réalisé le clip de son morceau Jodido Protagonista et il s'est aussi essayé à la production bien qu'il préfère rapper sur les instrus produites par d'autres. Avec 5 albums à son actif, c'est un rappeur qui s'impose comme une référence en Amérique latine et dans tous les pays hispaniques. Randy Acosta a récemment délaissé son île natale pour la Finlande. Que ce soit pour son climat accueillant et sous ses blondes et plantureuses habitantes, espérons que cette installation contribuera à faire connaître sa musique aux aficionados du rap en Europe.
Tout de suite, on écoute un extrait de son titre Cuando sale el sol, disponible sur l'album Etc., sorti en 2012. Porque la vida viene y va. Todo estaba oscuro y allí estabas tú, quieta con tu luz de luna y yo triste como un blue, con los ojos apagados como farola rota y tú brillando más que el cristal de tu copa. Y es que me encantó el sencillo de tu ropa, el blanco de tu piel, el negro de tu pelo, el rojo de tu boca, el supra de tus botas, noche otra que me dejó bien claro que la lluvia empieza con las gotas. Poco a poco y a pesar de los pesares aquí estamos, nena, resistiendo contra todas las condenas, en las malas y en las buenas, morena. Tu sangre corre por mis venas porque sabes que me encanta y que te amo, chu. Por ser mi luz, mi virtud, yo soy tú y tú eres yo y yo soy tú. Ah, ça c'est du bon son. On va maintenant faire un petit focus sur le rap chilien. On commence avec un rappeur incontournable dans ce pays, Ordator. Originaire de la ville côtière de La Serena, il a débuté le rap à la fin des années 1990 dans la capitale Santiago. Il a fait ses armes dans les quartiers populaires de cette ville, Lo Prado et San Bernardo. Et c'est d'ailleurs durant ces années-là qu'il tisse de nombreux liens dans le milieu du hip-hop. Quand il sort son premier album en 2007, il invite ainsi une dizaine d'artistes. Dans cet album intitulé Entre lo habitual y lo desconocido, que l'on peut traduire par Entre l'habituel et l'inconnu, on retrouve les influences funk, jazz et R&B d'Ordator. Ce rappeur chilien se distingue par la qualité de ses collaborations. Il a réalisé de nombreux featuring avec la chanteuse de R&B franco-chilienne Anita Tijoux, qui a été nominée en 2013 au Grammy Latino. Surtout, chose totalement originale pour un rappeur chilien, Ordator collabore avec des rappeurs et des beatmakers états-uniens dans ses derniers CD. Wajid, producteur reconnu de Detroit, a notamment fait des sons pour lui. Et Ordator a aussi fait des featuring avec T-Tree de Slum Village. Pour se faire une idée de l'œuvre de l'artiste, on écoute tout de suite le morceau Una misma linea. Para hacer que todo cumpla una misma función, hacer que todo sea de una misma línea. Son todas las cosas 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 de una misma línea. Te falte o no ganáselo, que va a hacerlo no público. Disminuye el piloteo para hacerlo productivo. Dinero, amigos, distingue conocidos. Los de verdad pocos, nosotros eliminamos estropajos. Hip hop, hop, hasta el MPT mostrándoles garganta flexibilidad exitosa, aunque nada me falta, nada me sobra. Palabra, río, mucho, saca el vituperio y mi cabeza reivindico. Cae pa' mis neuronas como afrodisíaco o pa' mi tranquilidad como un profiláctico hacia el lado oculto de los piratas rústicos. Après Ordator, on passe maintenant au rappeur Portavoz, très connu pour son engagement politique. Et on a l'impression que c'est une particularité chilienne. Entre l'espoir socialiste d'Allende et la terrible dictature de Pinochet, le pays a connu le meilleur comme le pire. Politique et musique vont de pair au Chili. Le nom du seul album solo de Portavoz, Escribo Rap con R de Revolution, j'écris le rap avec le R de Révolution, ne laisse aucun doute sur les orientations politiques de ce rappeur originaire de Conchalí, quartier périphérique de Santiago. Portavoz est un rappeur militant qui traite des problèmes sociaux et dénonce le néolibéralisme sur des instrus qu'il produit lui-même. Au début de l'un de ses clips, on le voit ainsi bouquiner le très célèbre manifeste du Parti communiste. En bref, c'est une sorte de Kenny Arcana qui rappe bien. Bon, notre chronique touche à sa fin. Je voudrais remercier mon poteau Danny Dan qui m'a bien aidé pour le rap chilien. Pour finir, on s'écoute le morceau éponyme de l'album de Portavoz, Escribo Rap con R de Revolution. Montez le son, les racailles, et à la prochaine. Cierto ser un revolucionario mi proyecto, pero soy humano con defecto para igual que el resto. También estoy dominado, pero a pesar de esto no me he conformado, puesto que me paro y lo intento. Ya no hay moderación, yo voy por la liberación. La alteración de la sociedad entera es la operación. Generación que no espera aviso de nadie, que sabe que cambios reales se hacen sin permiso y en la calle. Y no te hablo de copete, y vacilón, simplemente porque de carrete y hablo el reggaetón. Prefiero hacerle frente a los medios de comunicación, contándole a mi gente como miente la televisión. Yo también pienso por mí mismo y creo que el relativismo no sirve para nada, nos deja donde mismo. Por eso me defino, voy contra el capitalismo y grito quiero poder popular y sigo firme y digno y digo. Merci les gars, à la semaine prochaine. Et bonjour Cécile. Bonjour. Bonjour. Pour finir l'émission,
On retrouve donc Cécile qui abandonne sa chronique écologie momentanément pour faire du droit, une petite chronique justice. Une information qui est peut-être passée inaperçue la semaine dernière, mais c'en est fini du mythe du bon père de famille, une expression présente dans le droit français depuis le 19e siècle. L'expression est banale et figure encore dans certains abonnements téléphoniques. Vous savez, ces clauses illisibles écrites en caractère 4 que l'on lit rarement. Vous êtes tenu d'user de la chose louée en bon père de famille. Eh bien, l'Assemblée nationale vient de tordre le cou à ce personnage fictif supposé incarner la raison et la mesure. Les députés ont voté lundi dernier un amendement qui supprime cette expression désuète consacrée par le Code civil de 1804. On ne parlera dorénavant plus de jouir de ses biens en bon père de famille, la formule est remplacée par l'adjectif raisonnable. Une initiative portée par 17 députés Europe Écologie Les Verts dans le cadre des débats autour de la loi portant sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors, simple détail sémantique ou évolution du droit ? Le bon père de famille est une notion juridique issue d'une longue tradition du droit de la famille, dans laquelle l'homme est chef de sa famille et le responsable juridique et financier du ménage. Car dans la société patriarcale du XIXe siècle, la femme est considérée comme mineure au regard de la loi. Le bon père de famille incarne, lui, une personne normalement prudente, soigneuse et soucieuse de ses biens. Pour évaluer le comportement du citoyen lambda, les juristes se posent la question qu'aurait fait un bon père de famille à sa place. Le plus étonnant, c'est qu'aucune législature ne se soit intéressée à cette question depuis Napoléon. La députée écolo de Dordogne, Brigitte Allain, l'un des auteurs de l'amendement, s'est étonnée dans le Figaro. Faut-il donc avoir un phallus pour bien gérer ses biens ? Quand on doit signer ce genre de formule, c'est particulièrement révoltant, car on renie sa capacité de gestion en tant que femme. Cette petite révolution du Code civil s'inscrit dans un nettoyage de fond du vocabulaire juridique. On ne parle plus de chef de famille depuis les années 70, mais jusqu'à cette date, c'était le mari qui avait autorité sur les enfants en cas de conflit familial. Plus récemment, en février de l'année dernière, une circulaire du Premier ministre Jean-Marc Ayrault enjoint aux administrations de remplacer dans leur formulaire les termes de mademoiselle par madame, de nom de jeune fille par nom de famille et de nom d'épouse par nom d'usage. L'évolution du droit est parfois laborieuse. Faut-il rappeler que les femmes ne peuvent ouvrir de compte bancaire ou exercer une activité professionnelle déclarée que depuis 1965 ? Les parlementaires avaient déjà obtenu en 1982 la suppression de la mention « bon père de famille » dans certains textes. Cette fois-ci, il s'agit de la supprimer totalement du droit français. C'est pas trop tôt. En effet. Merci Cécile. Merci. Merci à vous. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. J'ai ma chaise qui s'écroule. C'est le risque du métier, tu C'est sais. la fin. C'est donc la fin de Radio Liprane. Merci à tous les auditeurs de nous suivre. Merci à Myriam en régie. Merci Myriam. Merci à tous nos chroniqueurs qui sont passés les uns après les autres. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Quentin. Merci à tous. Au revoir.